just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. J'ai envie qu'on arrête de me parler des entreprises qui vont pas. Il y a des industries qui sont naturellement en décroissance, dont on sait qu'elles ne perdureront pas, pour plein de raisons, parce que le monde change, parce que les technologies changent, parce qu'il y a des ressources qui s'épuisent. Moi, j'ai plus envie qu'on me parle de pétrole, j'ai envie qu'on me parle de comment est-ce qu'on résout ce problème d'énergie pour plus tard, et qu'on me parle de qui sont les entreprises qui vont construire, ou en tout cas qui vont créer la rupture qui va permettre de changer le modèle. Aujourd'hui, on a le pouvoir de créer quelque chose depuis notre garage, on a le pouvoir de créer des startups qui ont un potentiel immense, quoi. Et avec beaucoup de focus et en étant un peu malin, en sortant du garage, tu peux vraiment créer quelque chose de bien. La start-up, c'est ça. C'est-à-dire, on peut démarrer de n'importe où, une chambre dans une ferme en Bourgogne, si on est un geek, et brusquement, on va arriver à faire venir le monde entier dans ce qu'on aura inventé. Les grands groupes aujourd'hui doivent savoir repérer les pépites et les acquérir, être prêts à mettre le prix qu'il faut, mais pas pour les intégrer en les étouffant, en leur donnant les moyens de se développer. Avec Au Féminin, on se connaissait depuis assez longtemps et ça s'est fait assez naturellement parce que nous, on avait besoin de s'asseoir à un grand groupe pour aller à l'international. Et on a compris qu'il y avait un vrai respect de l'entrepreneur, à la fois chez Au Féminin et au sein du groupe Axel Springer, et qu'il allait nous laisser la liberté, notre culture d'entreprise, qu'on n'allait pas rentrer dans un mode de synergie qui ne sont pas forcément toujours vertueuses, qu'on allait vraiment vivre notre vie chacun de notre côté, tout en se nourrissant les uns les autres, et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. La Fnac aujourd'hui a chez nous une importance tellement particulière parce que derrière ça a fait boule de neige, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait confiance. Pour eux, c'était un énorme risque. Ils ont confié la gestion de leur catalogue produit à une boîte où on était deux qui avait 6 mois. Et on leur dit merci de nous avoir fait confiance. En France, il m'est arrivé de faire 5, 6, 7 meetings pour arriver à une non-décision. Qu'une grande boîte ne veuille pas travailler une petite, je comprends, j'accepte. Ton produit est pas bon, j'ai pas confiance en toi, tout va bien. Mais prenez la décision. Et l'absence de décision, en France, la difficulté qu'une petite boîte a à trouver le canal décisionnel, c'est juste mortel. Et c'est mortel pour les deux, et ça, il faut qu'ils comprennent, il faut vraiment qu'ils se réveillent. Donc il faut juste qu'ils apprennent. Et à partir du moment où ils comprendront que c'est pour leur bénéfice, je pense qu'on va faire un grand bond en avant. Il faut qu'un grand groupe apprenne, peut-être déjà culturellement, d'une start-up, apprenne des choses de son mode de fonctionnement, apprenne des choses de son agilité, qu'il a parfois un peu perdu du fait de son âge, de sa dimension, de sa complexité. Il faut aussi qu'il puisse mettre en œuvre, à travers un financement ou une accélération de start-up, des idées ou tester des solutions qu'il ne pourrait pas tester de la même façon en son sein. Je pense qu'il y a deux temps qui aujourd'hui ne se sont pas encore rencontrés. Le temps de la start-up, en tout cas le monde des start-up tel qu'on l'imagine aujourd'hui, et le monde un peu plus corporel qu'on connaît tous, le CAC 40 français et autres grosses boîtes françaises. Et je pense que ces temps-là sont en train seulement de se rencontrer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce forum. Ce forum, nous avons voulu intituler à la tribune 1000 startups pour changer le monde. Vous êtes plus de 2500, vous êtes inscrites aujourd'hui pour ce grand événement qui nous conduira jusqu'à la soirée avec la cérémonie de remise des prix de la tribune Jeune Entrepreneur. Mais avant, la rédaction de la tribune a souhaité vous proposer ce qui est finalement notre travail principal à nos journalistes, du contenu éditorial de qualité. Et nous avons donc monté 3 rencontres, 3 tables rondes qui vous permettront de vous faire une idée de la façon dont la tribune d'abord parle et s'intéresse au monde des startups et puis d'entendre le témoignage de plusieurs personnalités du monde des startups. Je vais commencer par vous donner quelques informations utiles pour ceux qui souhaitent et celles qui souhaitent tweeter. Donc suivez, je pense que ça va être indiqué quelque part, le live tweet sur dièse PLTJE et les meilleurs tweets de la soirée seront diffusés à l'écran. Et je signale, parce que notre événement est filmé, qu'il est diffusé en live stream sur latribune.fr en partenariat avec Global. Alors je vais commencer par un conte, vous le connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, mais il est assez révélateur de la soirée que nous passons. 3 ouvriers taillent des pierres. Un homme s'approche et leur demande ce qu'ils font. Le premier répond « Je taille des pierres ». Le deuxième répond « Je construis un mur ».
Le troisième dit « Je bâtis une cathédrale ». Comment mieux résumer l'ambition, finalement, des startups? Vous le savez, peut-être quelques chiffres. Il y a des billions de dollars compagnies, Uber, 41 milliards de dollars de valorisation, Snapchat, 19, SpaceX, Elon Musk, 12 milliards, Airbnb, que beaucoup d'entre vous utilisent sûrement, valorisé plus de 10 milliards de dollars. Une autre information importante, Uber, c'est la plus grande boîte de taxi au monde, c'est une boîte qui a moins de 5-6 ans, elle ne possède pas de voiture. Airbnb, c'est devenu le plus grand hôtelier du monde, ne possède pas d'immobilier. Il se passe quelque chose dans le monde actuel qui probablement se passe une seule fois dans une génération, et toutes les personnes qui sont là, tous les entrepreneurs, toutes les startups que nous avons voulu réunir, ces 1000 startups qui veulent changer le monde, une seule fois par génération, elles voient se présenter de telles opportunités. Pour en parler, nous allons avoir une longue soirée. Je vais d'abord, pour ne pas prendre trop de temps, proposer à Delphine Cuny de me rejoindre pour interroger... Bonsoir Delphine. Delphine va interroger Jacques-Antoine Granjon, le président et fondateur de Vente Privée. Jacques-Antoine, s'il vous plaît. Je vous en prie, venez me rejoindre. On va s'asseoir tous les deux, tranquillement, sur un canapé. On est bien là, non? C'est impressionnant, de toute manière, d'être sur la scène du Oui. Grand Rex, comme disait mon ami Patrick Robin. On en a vu des stars ici, alors là, c'est assez émouvant même. On sait que vous êtes amateur de salles de spectacle, donc on était très, très contents de vous recevoir dans cette belle salle remplie donc, de jeunes entrepreneurs pour lesquels vous êtes sans doute un modèle. Alors finalement, on ne vous présente plus. On ne présente plus tellement Vente Privée, c'est devenu un des acteurs majeurs de l'e-commerce en Europe. On va peut-être juste rappeler quelques chiffres. C'est 1,7 milliard d'euros de volume d'affaires en 2014, plus de 2100 salariés. 2500. 2500. Et 24 millions de membres dans toute l'Europe, c'est ça. Et c'est à la fois en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur, business angel, qu'on voulait vous entendre ce soir, parce que cette success story, elle s'est construite pas à pas. Je crois que le démarrage n'a pas été si simple. Comment avez-vous réussi à convaincre les grands groupes de travailler avec vous? Parce que votre concept était assez nouveau, un site de déstockage en 2001. Est-ce que les grandes marques avaient peut-être un peu peur d'écorner leur marque, leur image? Alors, bon, d'abord, merci de venir m'écouter ce soir, c'est très sympa. Surtout que vous venez un peu partout en province, je crois, et c'est bien. Enfin, en province, c'est un mot qu'on n'utilise pas à la tribune, je crois. Alors, dans toutes les métropoles, au sud de Paris, au nord de Paris, à l'est et à l'ouest. Vente Privée, c'est un peu un cas spécial, parce que moi, je me souviens, il y a 30 ans, je crois que vous êtes assez jeune dans la salle, j'avais votre âge, et je ne savais pas ce que j'allais faire, mais ce que j'étais sûr de vouloir faire, c'était être libre et indépendant. Et pour ça, pour être libre et indépendant, quand on a 22 ans et qu'on se lance dans la vie, il faut monter son entreprise. Ou alors il faut être artiste, il faut avoir des talents très très particuliers que le monde vous envie et que vous pouvez exercer tranquillement, solitairement. Mais sinon, il faut se lancer dans l'aventure de l'entreprise. Et on cherche en permanence l'idée de génie, etc. Et moi je pense que de 16 ans, 17 ans à 22 ans, j'ai cherché l'idée de génie, elle n'est jamais arrivée. Et donc, n'arrivant pas, j'avais des copains qui étaient soldeurs à la République, donc vraiment à 500 mètres d'ici, et j'ai voulu faire comme eux, c'est-à-dire acheter les stocks des marques. Donc quand vous parlez de Vente Privée comme une start-up, en fait c'est juste une entreprise qui a 30 ans. C'est pas une start-up, c'est une entreprise qui, elle s'appelait pas Vente Privée jusqu'à 2001, et qui a muté en utilisant l'outil digital. Et l'outil digital en 2001, des gens l'avaient compris bien avant moi, comment l'utiliser. Jeff Bezos en 1994-95 quand il démarre Amazon, et tous ceux qui ont participé à la première aventure du digital de 95 à 2000, on va dire. Ces gens-là qui étaient les précurseurs, mais qui avaient oublié juste une chose, c'était que l'usage n'était pas encore dans l'air du temps. L'usage, c'est quoi? C'est la force du canal Internet et de son usage par la consommatrice. En France, c'est 2004.
le véritable démarrage, on va dire, de l'e-commerce, ou moi je dis l'Internet, mais de l'e-commerce et de l'Internet en 2004, c'est l'équipement des ménages en ADSL, et brusquement, plutôt une femme, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, qui à la maison se retrouve avec un espace de liberté, un espace de curiosité qu'elle va exercer. Nous, le démarrage de vente privée, c'est véritablement 2004. Et tout à l'heure, dans le petit passage qu'il y a eu ici, on ne comprend pas trop ce que je dis parce que ça a été coupé. Je dis juste une chose, c'est en fait, si on regarde la définition du e-commerce que j'ai mis du temps à appréhender, la première chose de la définition, c'est tout le monde peut ouvrir une boutique. Vous allez me dire, c'est facile, on pouvait déjà le faire avant. Oui, bien sûr, on pouvait le faire avant, il fallait acheter un fonds de commerce, s'installer. Si c'était un fonds sur les Champs-Élysées où il y avait du passage, c'était plus cher qu'un fonds dans une petite rue d'Arras. Mais tout le monde peut ouvrir une boutique aujourd'hui avec un logiciel qui vaut 1000, 2000, 3000 euros. Deuxièmement, dans cette boutique, on peut mettre tous les produits et les services qu'on a envie. On peut la stretcher à l'infini, c'est-à-dire que cette boutique, on peut lui agrandir les murs juste en augmentant la taille des serveurs. Et donc ça veut dire qu'il y a une infinité de possibilités de produits et de services à vendre dans cette boutique. Et troisièmement, et je dis bien produits et services, hein, parce qu'il n'y a pas que les produits, il y a aussi les services. Et troisièmement, dans cette boutique, si on s'en donne les moyens, on peut faire entrer le monde entier. C'est le modèle Amazon. Donc si vous avez ces trois éléments, vous avez finalement ce qui doit vous permettre aujourd'hui de penser à « waouh, le plus important, c'est que je peux ouvrir une boutique, je peux mettre mes produits, les proposer, et c'est pour ça que je disais qu'on pouvait le monter dans une chambre de bonne ou dans une ferme en Auvergne, parce que vous pouvez faire que votre boutique attire des gens du monde entier. Et c'est ça cette révolution digitale, c'est que ça a rendu la planète beaucoup plus petite, avec des offres qui peuvent être montrées à tout le monde. Et c'est ça ce potentiel dont vous parliez tout à l'heure, sur ce qu'on vit rarement dans une génération. Mais en 2000, les grands groupes n'avaient pas forcément conscience de ça. Quand vous avez commencé à proposer votre solution de vendre en ligne des produits à déstocker aux grands groupes, quel accueil avez-vous reçu et idem du côté des distributeurs, comment est-ce qu'on vous a perçu? Déjà en 2000, personne ne s'intéressait à nous, on était un soldeur, on était encore en francs à cette époque-là, 200-300 millions de francs, hein, ça fait en euros, ça fait 30-40 millions d'euros. C'était une petite affaire de gros que j'avais montée avec des associés en 1985. Quand on prend le virage digital, moi, si vous me demandiez aujourd'hui un conseil, je vais faire une petite aparté, je dirais que le plus important dans les entreprises que vous allez monter, c'est votre produit ou votre service. Après que vous utilisiez le digital pour le distribuer, pour spreader la bonne nouvelle plus loin, pour accélérer votre croissance, très bien. Mais la clé de tout, c'est qu'est-ce que vous créez, qu'est-ce que vous apportez de nouveau, qu'est-ce que vous apportez de nouveau qui va faciliter ou pas la vie d'un client. Et comment vous traitez ce client. Il n'y a que ça qui compte. Donc, pour revenir à votre question, moi, mon métier, c'est de déstocker les marques, c'est-à-dire je suis au bout de la chaîne industrielle. Quand elles ont fabriqué, distribué, vendu une partie et qu'il leur reste quelque chose, je suis là pour écouler la fin de stock. Dans les années 60, j'étais pas né, mais dans le début des années 60, c'était les gardiens des entrepôts qui vendaient les stocks à Monsieur Tati, dont la boutique n'est pas très loin d'ici. Dans les années 70, ce sont les directeurs commerciaux qui vendent ces stocks-là pour les soldes aux meilleurs clients. Comme ça, ils mélangent les invendus avec les collections en cours, ça permet aux meilleurs clients, aux meilleures boutiques de gagner un peu d'argent dans les soldes. Dans les années 80, ce sont les directeurs export qui vendent les stocks. Directeur export, ça veut dire « Oh, il y a des stocks, vendons-les loin de notre réseau de distribution ». C'est les années 80. C'est le premier début de la mondialisation, de l'export des gros avions, des Jumbo, des 747. La planète commence à devenir un peu plus petite. Dans les années 90, financiarisation de l'économie. Ce sont les directeurs financiers qui vendent les stocks et qui décident du curseur de ce que va coûter un stock ou pas. Les Italiens ont fait ça, ils décotaient jamais leur stock. Ça a été une énorme faillite de tous les grands groupes industriels et financiers qui s'étaient créés en Italie dans le textile. Il faut toujours se méfier dans les entreprises, et je dis ça pour se cacher des actions des entreprises de textile, quelle est la vraie valeur que vous donnez au stock. Parce qu'en fait, elle en a très peu.
et si vous voulez en donner plus, vous avez les faux bilans. Dans les années 2000, ce sont les PDG et les directeurs généraux des entreprises qui vendent les stocks. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans? Du gardien des entrepôts jusqu'au PDG d'une boîte. L'image. L'image fondamentale quand vous vendez un produit dans mon métier qui était le textile avec toutes les marques qu'on connaît, etc. L'image. Donc quand on arrive en 2000, Internet fait extrêmement peur. Parce que les gens disent « Waouh, finalement, mon produit, s'il se retrouve sur un site Internet, le monde entier va le voir. Si je le vends à un prix bas, le monde entier va savoir que je brade mon produit. C'est horrible. » Et c'est une de ces raisons pour laquelle on a inventé Vente Privée, qui est un site dans lequel on ne peut pas y accéder. Pourquoi c'est privé? Alors on est 25 millions de membres, c'est pas vraiment privé. C'est privé parce qu'il faut un code pour y rentrer. Ça empêche les moteurs de recherche de venir regarder ce qui s'y passe. C'est la seule raison pour laquelle c'est un site privé, pour empêcher les moteurs de recherche de venir chercher les images et de les mettre et les étaler partout. Donc c'est vrai que dans les années 2000, c'est une réponse à la crainte des patrons de marque de se dire comment mes produits vont être vendus, comment ils vont être distribués, et il faut que ce soit dans la plus grande confidentialité. Alors chez Vente Privée, finalement, c'est pas si confidentiel parce que c'est un événement qui est majeur et dans lequel beaucoup de gens viennent. Il y a 3,5 millions de personnes qui viennent tous les jours dans la boutique, mais c'est éphémère. Et c'est cette éphémérité qui fait quand même sa discrétion à la fin. Et les distributeurs, les grands groupes de distribution, comment est-ce qu'ils vous ont perçu au lancement ou peut-être au bout de quelques années quand ça a commencé à marcher? Vous étiez le disrupteur qui venait casser le marché? Non, non, pas du tout, parce que nous, on est sur un métier où on n'est pas du tout concurrent avec les distributeurs, puisque on est sur les invendus des produits. Donc on est sur un métier bien spécifique. C'est finalement on parle beaucoup du digital, et c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est quel métier vous faites. Quand les gens disent on fait du e-commerce, ça ne veut rien dire. Soit on est détaillant, soit on est distributeur, soit on est soldeur comme moi, mais quel métier vous faites. Ce n'est pas le digital qui vous donne, vous approprie un métier. C'est qu'est-ce que vous faites, quelle est votre expérience et comment le digital va vous permettre d'aller plus vite. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus une start-up, ce que vous disiez vous-même tout à l'heure. Comment on fait pour rester innovant? Est-ce que justement il faut travailler avec des start-up? Est-ce qu'il faut acquérir des talents à l'extérieur? L'innovation, c'est un grand mot. On met beaucoup de choses dedans. Ça veut dire quoi l'innovation? Faire des choses nouvelles. Mais nouvelles, quand c'est très bien, pourquoi faire des choses nouvelles? Donc c'est en permanence regarder, chez Vente Privée, l'exemple de l'innovation, c'est quoi? C'est comment on peut faire mieux, plus vite et moins cher. Ça, c'est l'innovation qui est liée à nos process internes. Donc pour ça, bien sûr, on a des équipes à l'intérieur, mais on va énormément regarder ce qui se passe à l'extérieur. On a acheté il y a quelques années une entreprise en Suède qui s'appelle Looklet, dont on est maintenant quasi entièrement à 100% propriétaire, qui est une entreprise qui nous permet de faire des catalogues numériques plus rapidement, à moindre coût, en ayant des garçons et des filles plus beaux et plus belles. Et oui, parce que ce sont des mannequins virtuels, tout en graphite, et les têtes sont retouchées, etc. Et ça ne se voit pas. Alors au début, ça se voyait un peu il y a 3 ans, et puis toute l'évolution a fait qu'aujourd'hui, on se dit waouh, c'est dingue. Mais ces filles et ces garçons que vous voyez sur les catalogues de Vente Privée n'existent pas. Mais sans cette évolution, on n'aurait pas pu grossir. Sans cette entreprise qu'on est allé acheter en Suède pour une raison bien précise, c'est qu'à un moment donné, les agences, on utilisait trop d'agences de mannequins, on avait trop de photographes, trop de maquilleurs, trop de coiffeurs et qu'on ne pouvait plus grossir, on ne savait plus où les mettre. Et on avait une pression de la part de ces gens-là qui disaient « Ah ben non, mais les agences voulaient nous augmenter les prix à chaque fois qu'on ouvrait un pays, etc. » Et on est allé chercher partout dans le monde, c'était il y a 5 ans, une société qui faisait des catalogues virtuels. Ça, c'est de l'innovation. On a fait la même chose avec une entreprise qui s'appelle WizEvent, qui correspond tout à fait à ce qu'on fait un peu dans l'entertainment chez Vente Privée. C'est une entreprise qui permet à chaque salle de spectacle, à chaque festival, de gérer lui-même ses propres fans, c'est-à-dire sa propre billetterie. Donc ça aussi, c'est une innovation qui nous permet de créer des événements dans lesquels on gère la billetterie d'une marque. Donc ça, c'est l'innovation de ce qu'on va chercher à l'extérieur. Ça, c'est une start-up dans laquelle vous avez investi Vente Privée.
With Event. C'est plus qu'investi, c'est-à-dire on les amène dans le groupe et on les fait vivre avec tous les besoins qu'on a dans le groupe. C'est pas on investit puis elle se débrouille toute seule. C'est on investit dedans et on leur apporte la puissance de vente privée pour qu'elle se développe. Et pour nous, c'est une forte innovation. Après, les innovations sur vente privée, c'est aussi en interne comment on va faire en sorte de satisfaire mieux à la fois la marque qui est notre client, ou le consommateur final qui est notre membre. C'est-à-dire, on est un site de e-commerce, on vend des produits, puisqu'on vend 80 millions de produits par an. On livre 80 millions de produits par an. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que la photo soit plus visible, faire en sorte que si vous vendez des sacs, on vend des centaines de milliers de sacs, on voit l'intérieur du sac, on voit le sac dans toutes les coutures pour que la femme qui le reçoive ne soit jamais déçue, et ça fait baisser les taux de retour. Et donc, si ça fait baisser les taux de retour, ça évite d'avoir une cliente mécontente et surtout une marque à qui on rendrait les sacs éventuellement après parce qu'ils sont revenus. Donc, l'innovation, c'est des choses toutes simples. C'est comment faire mieux, comment satisfaire mieux le client et comment trouver les outils qui vont permettre de grossir sans obligatoire. En fait, trouver en permanence ce que le numérique va vous permettre de faire que vous ne faisiez pas avec le numérique avant et ce qui était un frein éventuellement à votre croissance. J'imagine que vous faites pas mal de veille, vous regardez beaucoup de jeunes entreprises qui vous proposent leurs solutions, leurs services, voire leurs projets. Là, je vais peut-être m'adresser à Jacques-Antoine Grangeon, investisseur, sous cette casquette-là. Est-ce que vous savez dans combien de startups vous avez investi? Parce qu'on en connaît quelques-unes, Stepin, Kicker. Oui, Ornicar, etc. Mais le sujet, je suis investi aussi dans de la restauration rapide, dans un truc qui s'appelle Boboon, d'un jeune entrepreneur qui vend des soupes vietnamiennes. Donc le sujet, moi, c'est pas le nombre de startups. Le meilleur, le plus fort là-dedans, c'est Xavier Niel. C'est lui qui a investi dans le plus grand nombre de startups. Moi, je suis dans cette aventure parce que je connais Xavier et Marc Simoncini. Et ce qui me plaît, c'est l'aventure humaine, c'est le faire avec eux. Donc, je ne le fais pas tout seul. Vous investissez toujours avec eux, c'est ça? Ouais, j'aime bien le faire avec eux. Ils sont pros, le digital, c'est plus leur domaine que le mien. Ils connaissent. Et puis, ensemble, on a créé 101 projets. Et puis surtout, on a une motivation qui est, moi je le dis souvent, c'est vraiment donner. Je crois que tous les trois, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont offert des études, qui nous ont hébergés aussi longtemps qu'on voulait. Moi, quand j'ai démarré mon entreprise, mon père, je lui ai demandé 20 000 francs et il me les a donnés le lendemain. Et donc, je trouve que quand on fait 101 projets, l'objectif de 101 projets, c'est-à-dire de mettre 25 000 euros dans 101 startups, ça fait quand même pas mal d'argent, c'est vraiment la picouse d'énergie. C'est vraiment dire, voilà, ça va peut-être pas suffire pour développer très loin votre entreprise, mais en tout cas, on aura cru en vous. D'ailleurs, c'est très très difficile de mal noter une start-up quand on fait 101 projets et de dire, celle-là, on va rien lui donner. Parce que finalement, vous savez très bien que les business models, ils évoluent. On veut faire un projet et puis on s'aperçoit que ça marche pas comme ça, on le tourne un petit peu. Moi, j'ai mon amie Stéphanie Pellapra qui a monté le site qui s'appelle Restopolitan, qui était un concurrent de La Fourchette. Ça fonctionnait pas dans ce modèle-là. Elle a tourné le modèle autrement et aujourd'hui, Restopolitan marche très très bien. Donc on sait très très bien que voilà, si j'ai un seul message à vous faire passer ce soir, moi, c'est que la vie, c'est la vie des entreprises, la vie d'entreprendre, la vie de monter son entreprise, c'est une aventure de toute la vie, quoi. C'est sur la passion, c'est sur les rencontres, c'est sur la liberté de faire, de décider, d'être comme on est, avec des contraintes qui sont les contraintes du marché, les contraintes financières et les contraintes du client, bien évidemment, mais c'est la plus belle aventure du monde, quoi. Qu'est-ce qui vous séduit ou qu'est-ce qui vous arrête tout de suite dans un projet ou dans une équipe de jeunes entrepreneurs quand on vient vous proposer un projet? Ce qui arrête tout de suite, c'est l'arrogance. Quand les gens sont sûrs de faire des trucs, alors il y a sûrement des gens très arrogants qui ont des idées géniales et qui les réussissent et tant mieux pour eux. Mais quand on garde un projet, d'abord, moi j'aime pas ceux qui copient. Moi j'ai un problème avec tout ce qui touche à la copie, c'est-à-dire imiter les modèles. Alors on peut les imiter quand ils ont été inventés ailleurs qu'en Europe ou dans un autre pays. Je suis le Uber de, je suis le Airbnb de, non, c'est le début d'un pitch célèbre.
Bon, alors Uber, ça a été créé à San Francisco, donc c'est pas très grave que quelqu'un veuille faire un Uber en France, c'est normal. Maintenant, quand il y en a 5, celui qui vient avec un projet, et c'est le 6e Uber, c'est pour ça que j'aime bien investir avec Marc et Xavier, parce qu'ils ont une connaissance très très précise de tout ce qui se passe. Et si je leur apporte un dossier, ils me disent, mais celui-là, il y a déjà 22 sociétés qui font ça c'est rédhibitoire. Vous parliez de 101 projets, cette initiative. Vous pouvez dresser un bilan. Est-ce que vous pourriez le refaire? C'était il y a 2 ans, non? C'est ça? C'était il y 2013. a... Oui, il y a 1 an et demi. C'est un petit peu comme le prix de ce soir. Hein. On s'est organisé un peu différemment. On a sondé à peu près 1000 projets. On en a sélectionné 300, et après il fallait bien trouver un critère. Le critère était le suivant, c'était 1 minute sur la scène du Théâtre de Paris. Et 1 minute, finalement, ça a l'air court, mais on peut voir beaucoup de choses dans la personnalité, la façon de le vendre, la façon de marketer une idée, la façon de montrer son désir de réussir. Et on en a sélectionné 101. Je crois qu'on en a financé jusqu'à présent à peu près 85. Il y en a une quinzaine où ça n'a pas donné suite sur les 101. Et puis elles vivent leur vie. Il y en a qui sont dans la salle. Hein. Je crois qu'il y a Artips qui est dans la salle. Il y a Ornicar. Il y avait beaucoup de projets aussi liés à l'alimentaire, parce que finalement, liés à la restauration, parce que finalement, à un moment donné, ça ne demande pas beaucoup de capital, ça demande beaucoup de courage. Il faut juste inventer les nouvelles façons de donner du désir sur des produits, que ce soit des hamburgers ou des insectes. Il y avait beaucoup de projets sur les insectes. Et finalement, ce qui était important dans ce 101 projets, c'est l'énergie qu'on a donnée. Et d'ailleurs, on était très bienveillants. Hein. Je crois que les 200 les 199 qui n'ont pas été, ils étaient sûrement déçus à ce moment-là, mais j'espère qu'ils ont vécu une nouvelle aventure. Et puis surtout, ils vont trouver, s'ils ont le désir, ils trouveront l'argent autrement. Il n'y a pas de problème en France pour financer les démarrages de start-up. Les problèmes viennent plutôt après, sur les tailles de marché. Quelle est votre vision de l'écosystème français de start-up? On parle beaucoup de la French Tech. Est-ce que vous le trouvez dynamique, ambitieux, trop timide? On entend souvent que ça manque de filles. Alors, sur les filles, moi j'ai une position qui est claire, c'est que je trouve que ça manque de filles partout, parce que je trouve que ça manque de filles dans les entreprises. Donc chez Vente Privée, on a 65% de femmes, on a des femmes à tous les postes, de la logistique jusqu'à la direction générale, jusqu'au COMEX, etc. Il n'y en a pas assez dans mon board, mais ça manque de filles partout. Mais ça, je le dis souvent, si le monde était dirigé plus par des femmes, je pense que le monde irait mieux. Mais donc oui, ça manque de filles. Mais bon, ça c'est une aparté. Pour ce qui est de ce que je pense de l'écosystème, vous avez dans un grand quotidien ce matin, il y avait un sondage qui disait que 50% des jeunes rêvent d'entreprendre et rêvent de monter leur entreprise. Oui, c'est fantastique. En plus, le français est plutôt d'un caractère disruptif, il est toujours en train de se plaindre, toujours en train de dire ça pourrait être mieux. Donc c'est vrai que les jeunes français, ils sont intelligents, ils sont brillants, ils ont envie de faire des choses, ils ont de l'énergie, et ils ont envie d'être libres et indépendants. On est dans un pays où quand même les gens sont même si on dit qu'on est dans un pays où on est très assisté, oui, je crois que c'est possible aussi, mais on est dans un pays où les gens ont envie de faire des choses par eux-mêmes. Je crois beaucoup en ça. Alors après, l'écosystème, pour démarrer, c'est facile. Je pense qu'on trouve entre les business angels, entre l'argent, le love money de la famille, entre les copains, entre les réseaux, parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, au net, à la rapidité, on peut trouver le mail de quelqu'un beaucoup plus facilement. Je pense qu'il y a 20 ans, pour trouver le téléphone de quelqu'un qu'on voulait joindre, c'était difficile. Il fallait avoir des relations, etc. Aujourd'hui, grâce au réseau social, je pense que vous pouvez trouver le mail de quelqu'un que vous voulez joindre assez rapidement. Donc finalement, si vous avez une bonne idée, si vous avez l'énergie, si vous savez bien la vendre, on va vous écouter et puis vous trouverez quelqu'un qui va vous donner ce petite chance de démarrage. Je pense à ça. Ensuite, ce qui se complique, moi, ce que je pense, c'est là où ça s'arrête, c'est à nos frontières. Je trouve qu'on est dans un pays et c'est vous qui êtes ici. Je ne sais pas quel âge de la salle. Je crois que c'est, j'imagine, 24, 25, 26 ans, c'est ça?
Je n'ai pas J'imagine l'âge que c'est ça. moyen, Enfin, mais on m'a ça a dit l'air qu'il n'y assez avait que jeune, des jeunes monsieur Maurice. entrepreneurs, donc j'imagine que c'est cet âge-là. C'est vous l'avenir, hein, pas moi. Hein. Donc l'avenir, c'est quoi dans notre pays? C'est l'Europe. L'avenir, c'est l'Europe, parce qu'on a le plus beau continent, déjà on a le plus beau pays de ce continent, mais on a un continent magnifique avec un grand nombre de populations, donc de consommateurs, donc de créativité, d'énergie, de diversité. Hein. Moi, je pense que c'est dans l'entreprise, d'ailleurs je fais là aussi une aparté, on n'entend jamais un seul politique parler du succès de la diversité dans les entreprises. La diversité, elle s'exerce vraiment d'abord dans les entreprises avec des projets communs, quoi. Chez Vente Privée, il y a toutes les religions, il y a 60 nationalités. Si les gens ont des projets communs, après je ne sais pas si en dehors du bureau ils continuent de se voir, mais en tout cas s'exerce un grand respect, on apprend de l'autre et il n'y a pas cette crainte que nous avons dans notre pays actuellement sur la diversité. Je pense que, et je disais ça, c'est que vous êtes jeunes, l'avenir c'est quoi? L'avenir c'est de construire cette Europe. Et à un moment donné, il faut être logique. Si on veut construire cette Europe, il faut qu'elle ait une monnaie, qui soit une monnaie unique, on l'a déjà. La langue unique, on s'en fiche totalement, tout le monde parle plusieurs langues, ou en tout cas au moins l'anglais. Mais par contre, il faut la construire fiscalement et socialement. Il faut pas que... Moi j'arrive... Franchement, moi je reste en France, je suis français, je suis heureux d'être là et je vis avec les contraintes et les avantages de mon pays. Mais c'est incompréhensible que juste parce que vous sautez une frontière, alors dans une Europe qu'on construit, dans une Europe que les politiques nous présentent, à part les politiques des extrêmes, nous présentent comme l'avenir, que parce que vous franchissez la frontière, la fiscalité change d'une sensibilité de 10, 15, 20%. Moi, j'ai dans le board de Vente Privée le directeur financier de Harrods. L'impôt société en Angleterre est à 18%. Quand il a vu que chez nous, c'était 38 en ce moment, un peu plus de 38 même. Alors vous allez me dire, est-ce que les 20% vont dans la poche des actionnaires? Non, ça ne se passe pas comme ça. Les 20%, ils vont dans les investissements, les 20%, ils vont dans le fait que l'entreprise soit riche et puisse avoir plus de confiance dans l'avenir et soit plus prête à affronter des coups durs, etc. Donc c'est pas dans une Europe qu'on veut apaiser et qu'on veut construire, parce que c'est un continent qui est apaisé, et si on regarde un petit peu autour de nous, il n'y a pas tant de continents apaisés que ça. Il faut commencer à harmoniser socialement et fiscalement les entreprises. Et d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué de se développer à l'étranger. On le voit, à Vente Privée, nous on fait 20% de notre chiffre d'affaires entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. C'est pas assez, on pourrait faire beaucoup plus. On fait une centaine de millions en Allemagne, dans un pays de 82 millions d'habitants, dans lequel on a un potentiel pour faire 1 ou 2 milliards au moins. Et c'est très difficile, d'ailleurs, quand on est arrivé en Allemagne. Déjà, il y a Deutsche Telekom qui nous a empêchés d'utiliser le rose. Ensuite, il faut monter toute une série de sociétés. C'est hyper compliqué. Tandis qu'un Américain n'a pas ce problème-là. L'Américain qui monte son entreprise dans l'Iowa, dans le Kansas, en Californie ou Washington, le dollar est commun et le territoire est commun. Il peut malgré tout y avoir des différences fiscales d'un État à l'autre. Mais... Oui, mais ça se joue à la marge. Tandis qu'en Europe, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, les entreprises ont un marché qui leur permet, langue unique, dollar et toutes les règles plutôt sociales et fiscales harmonisées, leur permet d'aller plus vite. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je le dis souvent, hein, beaucoup de Français, à un moment donné, préfèrent vendre leur boîte, parce qu'on vit très bien quand on a bien vendu sa boîte, hein, c'est sûr. Hein, en France, on vit très bien. Hein, on n'a pas besoin d'avoir des milliards. Hein, et on peut vivre très très bien. C'est pour ça que je pense que beaucoup de jeunes du digital, de la première génération, que je ne vais pas citer là, ont préféré vendre et aller vers une vie un peu plus confortable, sans vivre les difficultés et des challenges d'aller un peu plus loin que les frontières hexagonales. Et c'est dommage, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de talent. Peut-être pour conclure notre discussion, quel conseil vous pourriez donner à ces jeunes entrepreneurs qui sont venus vous écouter? Quel piège à éviter, peut-être quelles erreurs à ne pas commettre, ou quelles règles à suivre absolument? C'est très compliqué de donner des conseils aussi général que ça, mais moi je pense qu'il faut d'abord être bien associé, ou alors être seul, si on préfère le faire seul, mais bien s'associer, je dirais tout de suite, attention, parce que moi, la première fois que j'ai monté une entreprise, j'avais 22 ans, je l'ai fait avec mon meilleur ami.
Ça a duré 3 mois, on s'est séparés et on ne s'est plus jamais vus. Donc, après, je l'ai refait avec mon deuxième meilleur ami et on est toujours associés au bout de 30 ans. Donc l'association, c'est quelque chose de difficile, ça ne se fait pas par hasard. Et quand vous allez vous associer avec des fonds, n'oubliez jamais qu'un fonds qui va mettre de l'argent dans votre entreprise, il n'a pas systématiquement la même vision que vous, les mêmes objectifs que vous. Donc quand vous faites rentrer de l'argent dans l'entreprise, vous avez un associé qui ne pense pas comme vous. Donc moi je dis, il y a plein de conseils généraux que plein de gens vont donner sur le courage, l'énergie, s'occuper du client, etc. Moi je dis attention, ne levez de l'argent que quand c'est nécessaire. Je vais ramener ça à vente privée, hein. Moi j'ai jamais levé de l'argent. Et pourtant, quand on a démarré sur le digital, on avait de gros besoins, mais Vente Privée est une boîte qui est totalement indépendante, qui est profitable et qui n'a jamais eu besoin de lever un seul centime. Donc moi, ça ne m'épate toujours quand tous ceux qui ont copié mon modèle lèvent des centaines de millions d'euros, ils ne sont toujours pas profitables. Ça m'épate toujours. Vous avez fait rentrer des fonds, un fonds américain et un fonds Oui, j'ai qatari. vendu des parts. Oui, j'ai vendu des parts à un moment donné à un fonds américain sur des valos très importantes parce que ça m'a rendu la vie encore plus agréable. J'avais beaucoup de chance toute ma vie, moi, mais ça m'a rendu la vie encore plus agréable. Donc c'est vrai, j'ai vendu à un moment donné 20% à un fonds américain sur des valos importantes. Mais je dis, mon conseil, c'est vous allez lever de l'argent, ne le faites pas avec n'importe qui. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes objectifs. Parce que finalement, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours avoir quand même à un moment donné une vision long terme. Je pense que la financiarisation, les rêves, tout à l'heure, vous nous avez cité les Blablacar, les Uber, les valorisations à plusieurs milliards, ok, mais c'est très spécifique au marché américain, à la forme de construction des entreprises américaines, à la façon dont les startups américaines font rentrer tout de suite des moyens extrêmement importants pour conquérir le monde. C'est super, mais ça, c'est pas autant de boîtes que ça dans le monde par rapport aux 50% de jeunes Français qui veulent monter leur entreprise. Donc attention au mirage. La vie, c'est un long cheminement. Si vous n'avez pas une vision long terme et que si vous êtes juste tapé par les marchés financiers, il y a peu d'élus. Voilà. Des conseils empreints de sagesse. Merci beaucoup, Jacques-Antoine. Merci à vous, Delphine.